Ce n'est pas un roi. Ce n'est pas un conquérant. Ce n'est même pas un simple empereur. C'est un mythe. Un nom gravé dans la pierre des cathédrales et dans les traités d'Europe. Nous sommes à la fin du 8e siècle. L'Empire romain d'Occident est tombé depuis des siècles. Le chaos a recouvert l'Europe. Mais dans l'ombre de la croix et du glaive, un homme va réinventer l'ordre du monde. Son nom, Charles, fils de Pépin, petit-fils du marteau, futur Charlemagne. Un roi barbare? Non. Un missionnaire du fer et du feu? Pas seulement. Il sera l'unificateur de l'Occident, le fondateur du Saint-Empire, l'étendard vivant d'une civilisation chrétienne, latine et guerrière. Mais derrière l'aura, il y a l'homme. Et derrière l'homme, une vision. Forger une unité là où tout n'est que tribu. Faire renaître Rome, là où ne règnent que les ruines. Et imposer la foi, même là où elle résiste. Il n'est pas encore empereur. Il n'est pas encore unificateur. Il n'est même pas seul roi. Il s'appelle simplement Charles, fils de Pépin le Bref et petit-fils de Charles Martel, le vainqueur des Sarrasins à Poitiers. Il naît en 742, dans une Europe morcelée, violente, et profondément instable. Il est élevé non pas dans la soie, mais dans l'acier et le silence. Le monde qui l'entoure est un monde de guerre féodale, de querelles de sang, de seigneurs rebelles et de royaumes fragiles. Les Francs ont beau être la plus puissante des tribus germaniques, le roi son père Pépin n'est qu'un roi nouveau, ayant renversé les Mérovingiens avec l'aide du pape. La dynastie carolingienne est jeune. Sa légitimité, fragile. Charles apprend très tôt que le pouvoir se conquiert, et se défend chaque jour. Il n'est pas seul. Il a un frère, Carloman, plus jeune, plus effacé, mais héritier tout autant que lui. Quand Pépin meurt en 768, le royaume est partagé entre les deux fils. Charles hérite de la Neustrie, Carloman de l'Austrasie. Mais l'union est de façade. Chacun guette l'autre. L'Europe tout entière attend l'explosion. Et pourtant, Charles se montre patient. Calculateur. Prudent. Il affermit son pouvoir sans déclencher la guerre. Il observe les seigneurs, tisse des alliances, et se construit une image de roi fort et pieux, à la fois guerrier sur le champ de bataille et protecteur de l'Église. Il se marie, scelle des pactes, puis repart à cheval dompter les Aquitains, mater les Gascons. À chaque victoire, il fait jurer fidélité, impose l'ordre, place ses hommes. Mais en 771, Carloman meurt subitement. Et le destin frappe à la porte. Plutôt que de respecter le partage du royaume, Charles agit avec une rapidité foudroyante. Il annexe les terres de son frère et se fait proclamer roi unique des Francs. Les nobles carolingiens l'acceptent. Le pape bénit. Et dans l'espace d'un hiver, Charles devient le souverain incontesté d'un royaume immense. Dès lors, tout change. Il ne gouverne plus une moitié, mais un tout. Il n'est plus un fils de roi, il devient fondateur. Et déjà, il rêve plus loin que les fleuves, plus loin que les forêts. Il regarde vers l'est, la Saxe. Vers le sud, l'Espagne. Et tout au fond de son ambition, se dessine l'ombre d'une idée oubliée. Rome. L'Empire. L'unité. Mais avant de forger l'Empire, il faudra faire couler le fer. Contre la volonté de l'épouse de Carloman, Bertrade, qui voulait voir ses fils hériter, Charles fait marcher son armée vers l'est. Il ne réclame pas, il prend. Les comtes de Carloman s'inclinent. L'archevêque lui apporte sa bénédiction. La Neustrie et l'Austrasie sont réunies. Charles est désormais le seul roi des Francs. Ce n'est pas une conquête classique. C'est une prise de pouvoir par le charisme, la rapidité, et l'intelligence politique. Il envoie un message clair, désormais, le royaume n'est plus un butin à diviser, mais une nation à unir. Et lui seul en sera l'architecte. À partir de là, Charles entre dans une autre dimension. Il réforme les institutions, rassemble les hommes, étend son pouvoir à l'intérieur et prépare ses futures conquêtes. Il épouse Hildegarde, celle des alliances germaniques, et se tourne vers la Saxe, cette région païenne encore libre et rebelle. Mais surtout,
il commence à rêver d'un royaume qui ne se limite plus à la Francie, mais qui ressuscite l'idée même d'un empire. Le destin de Charles n'est plus seulement de régner. Il est de fonder. L'année est 772. Charlemagne est désormais seul roi des Francs. Mais son regard, toujours plus vaste, ne s'arrête pas à ses propres frontières. À l'est, s'étend la Saxe, une terre farouche, indomptée, couverte de forêts sombres et de montagnes païennes. Ses habitants ne connaissent ni le latin, ni le pape, ni la croix. Ils vénèrent autant, Thor, la terre, les rivières. À leurs yeux, Rome n'est qu'un murmure étranger. Mais à Charlemagne, cette région représente tout, le défi, la mission, la conquête, le salut. Les Saxons ont violé les frontières. C'est la provocation de trop. Charles lève alors une armée, traverse le Rhin, et pénètre dans ce monde de brouillard et de haches. Ce ne sera pas une campagne. Ce sera une guerre de 30 ans. Dès la première offensive, Charlemagne frappe fort. Il saccage l'Irminsule, l'arbre sacré des Saxons, cœur de leur religion. Il le brûle sous les yeux des chefs locaux, comme un message brutal. Votre foi ne résistera pas au feu du Christ. Mais les Saxons se replient, se regroupent et reviennent. À leur tête, un nom entre en légende, Ouiduquin, seigneur de guerre insaisissable, rusé, porteur de la colère d'un peuple humilié. Chaque année, Charlemagne revient avec ses armées, incendie les villages, construit des forteresses, fait baptiser de force les vaincus. Mais chaque hiver, les Saxons se révoltent à nouveau. Ce n'est pas seulement une guerre de frontières, c'est une guerre de civilisation. Charles ne recule pas. Il voit dans cette conquête une mission sainte, une guerre juste, soutenue par l'Église, légitimée par le pape. Mais il sait aussi que seule la terreur peut briser une culture aussi enracinée. En 782, survient l'épisode le plus terrible, le massacre de Verden. 4500 Saxons capturés refusent de se convertir. Charles ordonne leur exécution. En une journée, le fleuve devient rouge. Ce n'est plus une croisade. C'est une annihilation culturelle. Le choc est immense, même à Rome. Certains clercs murmurent que le roi des Francs va trop loin. D'autres, comme Alcuin, son futur conseiller, lui rappellent que la foi imposée par la peur n'est pas la foi du Christ. Mais Charlemagne reste implacable, il ne bâtira pas l'unité sur la tolérance. Ce n'est qu'en 785 que Ouiduquin finit par se rendre. Il se fait baptiser à Attigny, devant tout le clergé franc. Charlemagne est son parrain. Le chef païen devient chrétien, du moins en apparence. La Saxe est vaincue. Mais pas encore soumise. Car pendant 20 ans encore, des révoltes éclatent. Charles, désormais empereur en puissance, les réprime une à une, jusqu'à l'ultime soumission des tribus. La croix est plantée sur la Saxe, mais son ombre porte encore la douleur des forêts en cendres. La guerre contre les Saxons n'a pas seulement agrandi le royaume. Elle a transformé l'image de Charlemagne. Il n'est plus un roi guerrier. Il devient un conquérant sacré, un nouveau Constantin, un homme qui bâtit une civilisation au prix du sang. Il incarne la fusion de la foi et de l'ordre, du glaive et de l'évangile. Mais à quel prix? Sacré empereur par le pape en 800, naissance de l'Empire chrétien d'Occident. L'Europe gémit encore sous les ruines de l'Empire romain disparu depuis 3 siècles. Des royaumes éphémères, des seigneuries instables, des lois tribales. Et pourtant, au tournant de l'an 800, dans le silence solennel de la basilique Saint-Pierre de Rome, un homme s'agenouille, puis se relève empereur. Ce 25 décembre n'est pas seulement une fête religieuse. C'est un acte fondateur, un geste politique, une renaissance impériale, Charlemagne devient empereur des Romains. Mais ce couronnement n'est pas un hasard. C'est l'aboutissement de 30 ans de conquête, de foi, et de stratégie. Depuis ses victoires contre les Saxons, les Lombards et les Sarrasins, Charles est devenu le protecteur de la chrétienté occidentale. À Rome, le pape Léon III, contesté, menacé, battu par ses ennemis, appelle Charles à l'aide. Le roi des Francs descend alors en Italie, impose la paix, juge les querelles, et restaure le pouvoir pontifical. En échange,
le pape prépare un événement symbolique. Un retour à l'ordre romain, mais sous une nouvelle forme. Et voici que, pendant la messe de Noël, au moment même où Charles prie à genoux devant l'autel, Léon III pose sur sa tête une couronne d'or. Une acclamation s'élève. Carolus Augustus, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains. La Rome chrétienne renaît. Mais ce n'est plus Rome en Italie. C'est Rome transférée à l'Occident. Charlemagne ne porte pas ce titre comme une récompense, mais comme une mission nouvelle. Il doit désormais unifier son vaste royaume selon un ordre impérial. Réforme juridique. Codification des lois. Surveillance des comptes et des évêques. Rédaction des capitulaires. Émission d'une monnaie impériale stable. Il nomme des missi domicile des envoyés royaux pour faire régner sa loi jusque dans les vallées reculées. Il veut un peuple uni par la foi, la loi et le latin. Et il impose partout le respect du pouvoir central. Mais ce sacre n'est pas sans conséquences. En se proclamant empereur par la main du pape, Charlemagne rompt avec Byzance, où règne l'impératrice Irène. Deux empires se regardent désormais, l'un à l'est, l'autre à l'ouest, deux mondes chrétiens aux ambitions rivales. Et surtout, ce sacre lie pour toujours le trône au clergé. Le roi n'est plus seulement un chef de guerre. Il est le bras de Dieu sur terre. Et l'Église, en retour, devient la garante morale du pouvoir impérial. Ainsi naît l'Empire chrétien d'Occident. Pas un empire de marbre comme celui de César, mais un empire d'esprit, de croix et de fer. Charlemagne entre dans la légende. Non comme un roi parmi d'autres, mais comme le fondateur d'une nouvelle Europe. Renaissance carolingienne, réforme culturelle, Alcuin, Paris intellectuel. Après le glaive, la plume. Après les batailles, la pensée. Une fois l'ordre impérial imposé par l'acier, Charlemagne se tourne vers l'autre arme des bâtisseurs d'empire, la culture. Son rêve ne se limite pas à régner sur des terres et des hommes. Il veut régner sur l'esprit. Créer une société où la foi, la langue, la connaissance et la justice rayonnent depuis le trône. Et pour cela, il faut rééduquer l'Occident. À l'aube du IXe siècle, l'Europe est plongée dans l'ignorance. Le latin s'efface, les moines copient mal, les prêtres eux-mêmes ne comprennent plus les évangiles. Charlemagne, qui ne sait ni lire ni écrire dans sa jeunesse, comprend la gravité du vide culturel. Il décide alors de réparer les fondations de sa civilisation. Il entame ce qu'on appellera plus tard la Renaissance carolingienne. Son instrument principal ? Un homme venu d'Angleterre, théologien et pédagogue hors pair, Alcuin d'York. Il devient le cœur pensant du palais impérial d'Aix-la-Chapelle, entouré de lettrés, copistes, philosophes et maîtres d'école. Sous son impulsion, Charlemagne fonde des écoles dans chaque monastère et chaque évêché. Il impose aux évêques de s'assurer que leurs prêtres sachent lire, écrire, compter et enseigner. On réforme la grammaire, on normalise la liturgie, on recopie les textes antiques. Des œuvres de Cicéron, Boès, Isidore de Séville revoient le jour. Les moines deviennent les gardiens de la mémoire, et les abbayes, des phares dans les ténèbres. Charlemagne commande aussi une réforme de l'écriture, la minuscule caroline, lisible, élégante, unifiée. C'est grâce à elle que nos manuscrits médiévaux deviennent accessibles, que l'héritage antique est préservé. Elle est l'ancêtre direct de nos typographies modernes. Mais cette renaissance ne s'arrête pas aux abbayes. À Paris, encore modeste mais en essor, des écoles voient le jour dans les cloîtres et les cathédrales. Les bases de ce qui deviendra plus tard la Sorbonne sont posées par des clercs formés dans l'esprit de Charlemagne. Le roi veut que ses successeurs soient plus que des guerriers, des hommes instruits, capables de juger avec sagesse. Car dans l'esprit de Charlemagne, un royaume qui ne pense plus est un royaume qui retombe en barbarie. Aix-la-Chapelle devient une Athènes médiévale, un lieu où se rencontrent l'intellect, la foi et l'autorité. La cour impériale n'est plus seulement un camp militaire, mais un forum d'idées. Et Charlemagne, même s'il ne maîtrise jamais complètement l'écriture, écoute, ordonne, réforme, comme un empereur de l'esprit. Cette œuvre intellectuelle, moins spectaculaire que ses conquêtes,
est pourtant le pilier de tout son héritage. Car en forgeant une culture commune, une langue claire, une foi structurée, il unit les peuples plus sûrement que par la force. Fin de règne, héritage, partage de l'Empire, naissance de la France et de l'Allemagne. Le temps, même pour les géants, finit par peser. Charlemagne, empereur des Francs et des Romains, touche à la fin de sa longue marche. Il a vaincu ses ennemis. Il a codifié les lois. Il a élevé les églises et fondé les écoles. Et pourtant, une inquiétude le hante, ce qu'il a construit survivra-t-il à sa mort? À près de 70 ans, usé par les guerres, la politique, les réformes et les deuils, Charles sent que le fardeau impérial ne peut reposer éternellement sur ses épaules. Son fils aîné, Charles le Jeune, meurt en 811. Son second, Pépin d'Italie, disparaît l'année suivante. Il ne reste plus qu'un héritier, Louis, surnommé le Pieux. Un homme calme, lettré, croyant, mais sans la fougue de son père. Charlemagne, clairvoyant, ne veut pas reproduire les divisions meurtrières du passé. Il organise donc le partage du pouvoir de son vivant. En 813, dans un geste exceptionnel, il fait venir Louis à Aix-la-Chapelle, le sacre lui-même comme co-empereur, sans même faire appel au pape. Un acte fort, presque audacieux, comme pour affirmer que le pouvoir impérial dépend de Dieu, mais aussi de la lignée. Dans ces dernières années, Charlemagne vit en reclus dans son palais d'Aix. Il marche difficilement, s'épuise à dicter des capitulaires, surveille les constructions, corrige les écrits, comme s'il voulait fixer chaque pierre avant de s'éteindre. Le 28 janvier 814, l'empereur meurt. Sans guerre. Sans trahison. Sans chute. Simplement, il s'endort dans l'hiver. Son corps est enterré dans la chapelle impériale d'Aix-la-Chapelle, en habits royaux, le sceptre en main, l'évangile sur les genoux. Il devient une légende dès le lendemain de sa mort. Les pèlerins accourent. Les rois futurs rêveront de reposer à ses côtés. Et plus tard encore, l'empereur Othon III ouvrira son tombeau pour le proclamer saint parmi les souverains. Mais son œuvre ne meurt pas avec lui. L'empire est transmis à Louis le Pieux, qui tente de préserver l'unité. Mais ses fils, à leur tour, s'affrontent. En 843, le traité de Verdun divise l'Empire en trois. À l'ouest, Charles le Chauve, qui posera les fondations de la France. À l'est, Louis le Germanique, ancêtre du Saint-Empire romain germanique, future Allemagne. Et au centre, Lothaire, dont les terres deviendront un couloir contesté, la Lotharingie. Ainsi naissent les deux grandes nations d'Europe occidentale, issues d'un même tronc, la France et l'Allemagne. Charlemagne ne fut pas seulement un conquérant. Il fut un pont entre l'Antiquité et le Moyen Âge, entre Rome et l'Europe, entre César et Saint-Louis. Son empire fut vaste. Son œuvre, immense. Mais son plus grand héritage fut l'idée d'une Europe unifiée, chrétienne, lettrée, et régie par un pouvoir juste. Il ne vit pas cette Europe. Mais il en posa la pierre. Et son nom, plus d'un millénaire plus tard, reste celui d'un père. Charlemagne. Carolus Magnus. Le géant aux deux couronnes. Il n'était pas qu'un roi mais l'héritier du ciel et de la terre. Il était l'architecte d'un monde nouveau. Par l'épée, la foi et la plume, Charlemagne a restauré un empire disparu, éduqué une Europe analphabète, et semé les graines d'une civilisation. Il a rassemblé les peuples, redonné une langue à l'Église, une mémoire à la culture, un souffle à l'unité. Et bien que son empire se soit brisé, son ombre traverse encore les siècles. Dans chaque cathédrale, dans chaque manuscrit, dans chaque débat sur l'Europe, Charlemagne vit encore. Si tu veux que ces récits historiques continuent de vivre à travers des images, des mots et des émotions, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, et partage ce voyage autour de toi. Dis-nous en commentaire, quel personnage veux-tu voir renaître dans une prochaine grande fresque historique ?